Samuel, c'est à toi. Merci beaucoup, merci à tous, merci à toutes. Et merci Hélène pour cette présentation, puisqu'elle a permis de poser un certain nombre de jalons sur lesquels je comptais bien m'appuyer. Donc je suis très content qu'ils y soient, notamment le dernier point, c'est-à-dire l'étude parue récemment au POPSU que je recommande effectivement parce que sa lecture permet de déconstruire énormément de représentations préétablies sur la tendance la plus récente, celle de ce fameux exode urbain, sur lequel les doutes sont vraiment de bonne aloi. Et c'est précisément le fond de mon propos. Alors, craignant les redites, plutôt que de reprendre un propos général, je vous propose d'aller vers un exemple concret, exemple qui, vous le voyez par mon titre, se situe dans l'espace lyonnais, c'est la petite région rurale de la Dombes, qui se trouve donc dans l'Ain. Et À la Bresse, un peu autour de la Bresse. Alors, je ne vais pas jusqu'à la Bresse, je reste en Dombes, mais c'est déjà un certain nombre de petites communes sympathiques. Très beau. Et il s'agit aussi du contexte d'un programme de recherche, Esther, qui est financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Association des maires ruraux de France, l'Université Lyon 3, l'Université Lyon 2, et la commune de la Dombes, et qui, pendant 3 ans, vise précisément à éclairer les tendances territoriales, donc à apporter cette fameuse expertise et cette ingénierie territoriale qui fait très souvent défaut aux petites villes, pour comprendre la tendance. Le projet s'inscrit aussi, le hasard ayant fait les choses ainsi, dans le contexte post-pandémique ou intra-pandémique, où on étudie les possibilités de résilience pour ces territoires face aux bouleversements les plus récents. Donc voilà le contexte. Et pour expliciter l'autre partie du titre, il s'agit précisément d'une mise en doute de la fameuse revanche des territoires ruraux, puisqu'on évoque beaucoup cet exode urbain. Je me permets également d'en douter, ou en tout cas, s'il y a une revanche, il va falloir expliquer et montrer qu'il subsiste un certain nombre de paradoxes non résolus qui mettent peut-être en question ou en tension la tendance observée. Donc voilà un peu l'idée, et pour vous conforter mon propos, la première diapo déjà me paraît importante à noter, puisque on s'est effectivement beaucoup ému d'une tendance récente qui conduirait à l'explosion, j'emploie le terme à dessein, des transactions, notamment dans le monde rural, sous l'effet de la pandémie. Rappelons, et c'est le but de ce graphique qui est issu tout simplement des notaires, donc qui a une valeur un peu plus officielle, que la tendance à l'augmentation des transactions est d'abord un phénomène national, pas spécifiquement rural, et que ce phénomène n'est pas propre à l'effet pandémie, l'effet Covid, il est avant toute chose lié à une tendance longue, au moins sur 12 ans. La seule vraie rupture observable dans le champ de l'immobilier, c'est la crise de 2008, ce subprime, où là on est typiquement dans un problème de marché lié à l'immobilier, alors que Covid, on peut considérer, du point de vue en tout cas des transactions, qu'il s'agissait d'une rupture dans une tendance qui s'est plutôt confirmée derrière. Donc ça c'est le premier point, n'exagérons pas l'effet Covid, si l'on prend les tendances au temps long, on est plutôt dans une continuité que dans une rupture. Alors là évidemment on est sur un phénomène qui a transaction dans l'ancien, on peut parler pourquoi pas du neuf. Sur le neuf, là non plus, l'effet Covid n'est pas flagrant. La vraie contrainte, elle est plus cyclique, elle est plus longue. Encore une fois, les temporalités sont à prendre sur des périodisations plus importantes. Et ce qu'on observe au moins depuis 4 ou 5 ans, c'est une contrainte foncière de plus en plus forte qui contraint petit à petit la production et la vente de logements neufs. Les transactions par trimestre, c'était entre 30 000 et 40 000 unités, on est plutôt à 20 000, 30 000. Sans que, encore une fois, la crise n'ait profondément interrompu cette tendance. Donc, première idée importante, avant même de parler de nos territoires ruraux, les effets que l'on cherche à cerner aujourd'hui doivent, à mon avis, être pris avec prudence, et c'est au moins la temporalité qui nous permet de nous poser des questions. Je me permets, avant de passer à la slide suivante, de rappeler aussi que, dans une histoire un peu plus profonde de nos sociétés, au moins contemporaines, chaque crise a eu son lot de refuge en immobilier, on en parlait à chaque fois, mais l'historien Pierre Cornu, à Lyon, en parle beaucoup sur le rural. Oui, la ruralité est aussi une représentation refuge à chaque fois que la société observe une crise majeure. Et cela, on peut monter un siècle en arrière, parce qu'elle est paisible, quelque part. On l'observe de manière assez fréquente. Donc, ceci étant dit, méfiance donc sur les effets de mode, c'est la première réponse à apporter, en tous les cas, au discours journalistique. Alors, ensuite, pour illustrer cela de manière plus précise, je vous propose maintenant de prendre les yeux du géographe et donc d'aller observer un effet de tendance autour de Lyon. Donc je zoome, et ça va être ma démarche, je vais être de plus en plus sur le concret, pour rappeler là aussi que les chiffres que j'ai montrés, qui sont des chiffres globaux, doivent être spatialisés. Et la tendance
est assez divergente. Donc les effets de moyenne masquent des contrastes territoriaux importants. Alors, je prends bien soin d'être dans le contexte lyonnais, celui du programme dont je parlais. On est dans un contexte périurbain. C'est une notion importante, puisqu'on n'est pas dans le contexte touristique de tout à l'heure, ni dans un contexte de petits pôles industriels que l'on trouve dans l'Ouest. Donc, mon discours est quand même spécifique à un territoire donné. Il se trouve que ce périurbain est assez éclairant, parce que par effet de gradient, il montre des effets des territoires qui sont sous très très forte influence métropolitaine, proches de Lyon. Et au fond de ce territoire, si je puis me permettre, par cette expression, disons les territoires les plus éloignés, nous avons encore ce que l'ANCT appelle, et puis l'INSEE d'ailleurs, appelle des territoires hors de l'influence des pôles. Donc ça c'est assez intéressant, puisqu'on a donc les deux spectres, entre guillemets, extrêmes des territoires ruraux. Et puis bien sûr, il y a des toutes petites communes et des petites villes, au sens statistique de unités de 5 à 10 000 habitants dans ce programme. Alors qu'est-ce qu'on observe? Là je suis en 82, donc je suis assez tôt dans l'histoire. On observe le front de périurbanisation autour de Lyon, qui est à une distance encore relativement contenue, d'une vingtaine de kilomètres. Et en cliquant tout doucement sur les slides suivantes, on s'aperçoit que ce front, à la diapo suivante, se déplace petit à petit en distance. Vas-y Jean-Michel, je t'en prie. Pour gagner des périphéries plus éloignées, jusqu'à atteindre au pic de le front de périurbanisation une distance record de 50 km à peu près. Il faut savoir que cette distance, elle est constante en termes de temps. C'est une distance temps qui correspond à peu près à 1 heure de migration, c'est à peu près la moyenne tolérable par les Français, et donc elle est assez dépendante des réseaux de transport. Mais il se trouve qu'au-delà de cette tendance, Jean-Michel, il faut repasser 3 diapos plus loin, continuons tranquillement. Voilà, on arrive au maximum en 99-2009, et on aperçoit après la crise de 2008, diapo suivante, une contraction étonnante. Décidément, ça ne veut pas reprendre, alors continuons. Elle va arriver tout doucement, la voilà. Une contraction étonnante que voici, où le marché se contracte, puisque là, ce n'est plus seulement la distance temps qui joue, mais tout simplement la solvabilité des ménages, et un ratio un petit peu plus contraint entre le coût du logement et les déplacements. Et dans le dernier schéma qui va apparaître, alors on va revoir défiler le générique dans son entièreté, on arrive dans la période la plus récente où un nouveau phénomène émerge que je n'avais pas encore vu apparaître, qui est cette fois-ci une contraction encore plus forte de la périurbanisation plus proche des métropoles, ce qui était finalement assez inattendu, puisqu'on attendait une tendance assez constante, mais une concentration autour de petites villes, de pôles périurbains. C'est-à-dire qu'elle n'est plus également répartie, mais on voit un effet de concentration, tant qu'à aller loin, on va loin, mais sur un pôle qui contient encore des services. Alors attention, on est avant crise, on est avant la crise pandémique, donc ce facteur peut être relativisé, mais il me semble là aussi important de prendre ce temps long pour comprendre que fondamentalement, il y a quand même une attente nette, qui ne me semble pas démentie aujourd'hui, en matière d'un bouclier de service minimum en milieu rural, c'est-à-dire qu'on est prêt à tenter l'aventure du rural, à condition qu'on ait tout de même une garantie que ce choix résidentiel ne soit pas trop coûteux en termes de qualité de vie et même de deniers sonnants et trébuchants. Donc ça commence à illustrer notre propos, puisque nous voyons certes une croissance du rural, potentiellement même une revanche du rural, puisqu'on voit cette tendance à se disperser, mais une revanche sélective, somme toute, et nos petites villes semblent, entre guillemets, plus privilégiées, en tous les cas, que l'ensemble du rural. Tout le rural ne serait pas concerné. Alors bien sûr, cette analyse généralisée, elle est ici à l'échelle d'un territoire particulier, néanmoins elle interpelle déjà, parce qu'il y a des effets de lieu qui commencent à s'affirmer. Alors, si l'on prend également des moyennes nationales, je repars un petit peu, il y a aussi une inversion de tendance très forte, puisque jusque dans les années 2010, les communes en proportion les plus en croissance, c'était les communes de moins de 2000 habitants, sous l'effet notamment de cette périurbanisation. Dans les années 2010-2015, dernière période, il semble que ce soit plutôt les communes de 2 à 10 000 habitants qui tirent leur épingle du jeu, toujours en termes relatifs, bien sûr, puisque là on le voit, ces petites communes, si on clique dessus, elles sont isolées, plus visiblement, Jean-Michel, elles sont aujourd'hui celles qui croissent le plus, avec plus 0,6% de croissance démographique, contre une moyenne nationale à 0,5%, et on le voit, d'autres moyennes un petit peu plus basses. Donc là aussi, petite ville, une revanche, ou en tous les cas, une perspective intéressante. Alors allons un petit peu plus loin encore dans l'analyse, et zoomons, en allant cette fois-ci vers la Dombe. Vous voyez ce territoire aux portes de l'agglomération lyonnaise. J'aimerais rebondir sur le propos précédent, décidément on se recoupe sur beaucoup de points, sur le fait que ce que nous avons vu, c'est-à-dire
des tendances de fonds et des transactions en immobilier assez marquées, ne doivent pas pour autant hâtivement laisser conclure à une renaissance rurale, comme le prophétisait Bernard Kayser il y a maintenant plus de 25 ans, 30 ans de cela. Je parle même d'une croissance sans renaissance de manière provocatrice pour rappeler qu'effectivement il y a des mouvements de croissance indéniables. Mais croissance des transactions, tendance à aller vers le rural, mais pas pour autant, sur place, des phénomènes de revitalisation, de reprise de la qualité des services et de nombreuses aménités qu'on pourtant on prétendait venir chercher dans le rural. Alors j'en crois les élus ruraux. Sur le territoire de la Dombe, on a enquêté toutes les communes, donc on a rencontré l'ensemble des élus ruraux il y a de cela un et 2 mois, janvier-février 2022. Le phénomène est sans appel. J'emploie les mots même des élus dans quelques communes. Les biens se vendent à vitesse supersonique en une semaine. L'urbanisme a pris un coup de turbo. Le prix des maisons a augmenté, bien sûr. J'ai encore un terme, les prix du foncier ont explosé pour une autre commune. Les prix flambent, les maisons partent dans la journée, c'est vendu. Si le prix compétitif, ça se vend en 3 semaines maximum, selon les communes, on le voit. Et les prix ont connu un booster assez fabuleux. On a du plus 10 à plus 20% de croissance par an sur les prix de l'immobilier dans ces territoires-là. Alors évidemment, la proximité lyonnaise n'est pas étrangère au phénomène. Cependant, sur le terrain, qu'est-ce que l'on observe? Pas grand-chose. Alors, on clique encore pour observer le résultat. D'abord, la vacance du logement est toujours là. On est au-dessus de la moyenne nationale, alors qu'on nous dit qu'il n'y a plus un bien à vendre. Ben, en fait, la vacance, elle est là parce que c'est pas la même. Hein, et ça, il faut être très clair. Et je crois que c'est là qu'on est dans le paradoxe. On a une tendance forte, mais du coup, on imagine que tout va bien dans le rural. Tout comme avant, on disait, on a un déclin, donc tout va mal. Ben, les deux discours sont faux, ou alors il faut pouvoir les mettre ensemble. En fait, il y a des choses qui vont bien dans le rural, la preuve, la reprise démographique, les transactions immobilières, et en même temps, il faut admettre qu'il y a des choses qui vont mal. C'est là le paradoxe. Et ces choses qui vont mal, je vais essayer maintenant de les lister, au moins pour faire un catalogue à la Prévert, allons-y. La première idée, non, restons sur la diapo d'avant, s'il te plaît Jean-Michel, parce que la première tendance, c'est qu'on a cette vacance qui ne se résout pas. On a encore, bien sûr, des biens qui sont inoccupés dans les centres-bourgs, et c'est pas forcément prêt de s'arranger. Pour une bonne raison, c'est que cette typologie de biens n'est absolument pas celle qui est attendue par les nouveaux résidents. Et le problème n'est pas prêt d'être résolu, sauf évidemment à moins d'un effort public considérable, parce qu'on est sur des typologies de biens, des segments de marché qui sont trop faibles en termes de taille, qui sont des passoires énergétiques, pour l'investissement, oublions-les, qui sont parfois en bord de route, et par conséquent peu amènes, c'est parce qu'on vient chercher à la campagne. Par conséquent, la meilleure solution, tant que c'est possible, c'est encore peut-être de tenter de faire construire. Et là, les élus sont aussi très clairs là-dessus, hein. Ils viennent tous se mettre au vert, mais les personnes s'entassent, et d'une certaine manière, j'essaie de retrouver l'expression exacte de quelques-uns, ceux qui rachètent viennent de la ville pour s'installer en campagne, et comme le prix des terrains augmente, on finit par être les uns sur les autres, je cite. Donc attention, phénomène, mais contrainte sur la typologie de logement qui ne résout pas la vacance et crée des promiscuités non voulues. Et cela ne s'améliore pas non plus face à la rareté du foncier, hein, puisque bien sûr le foncier est contraint et ce phénomène n'est donc pas forcément résorbé ni absorbé. Deuxième phénomène, toujours en lien avec ce problème-là, un phénomène d'investisseurs. Ceux qui achètent, et ça on l'a dit, c'est pas forcément pour habiter. On a fait allusion ici à un propos de mes collègues Delage et Rousseau qui parlent d'un accaparement foncier de manière un peu provocatrice. Et certains élus le confirment, hein, ils l'évoquent, comme les prix ont dérapé, du coup, et là encore les guillemets, les plus âgés en profitent pour vendre et partir ailleurs. Donc un effet de domino. On a des transactions ne reflètent pas une augmentation de la population, mais une démarche spéculative dans le rural. Okay. On n'est pas loin de Lyon. C'est jouable. Pas qu'à Lyon. Pas qu'à Lyon. J'ai jamais entendu que ça change pas. Continuons le tableau. Diapo suivante. Une croissance sans renaissance, bah, c'est aussi en termes de commerce. Il n'y a pas d'effet sur le commerce. Il y a plus d'habitants, mais non, il n'y a pas d'effet sur le commerce. On a toujours ces pas de porte à vendre. Et la problématique qui est notamment adressée par le programme Petite Ville de demain, entre beaucoup d'autres, celle de revitaliser des centres-bourgs qui, d'une certaine manière, perdent un peu de leur dynamisme, alors même que le chiffre est positif en termes de croissance. Bon, le phénomène est très simple. D'abord, les commerces ne disparaissent pas, ils changent, ils mutent. D'abord en se concentrant. On a là des études au nord de la Dombe par une
une doctorante de l'école normale supérieure, qui a fait des études pour voir où passaient les boulangeries depuis une dizaine d'années. Bon, bah, c'est sans appel, elle se concentre dans les plus grosses villes du territoire, avant toute chose, et elle mute. La petite image le rappelle, alors c'est pas pour faire une critique de quelque enseigne que ce soit, elle mute tout simplement en étant adaptée aux usages des pendulaires, des périurbains. Donc là aussi, la croissance ne provoque pas forcément ce qu'on espérait, à savoir la revitalisation, en tout cas du tissu ancien du centre-bourg. Deuxième constat, toujours paradoxal, par rapport à cette évolution, désolé, c'est une carte orange, mais c'est la meilleure des taux de couverture que je puisse obtenir sur le territoire, c'est le déficit récurrent en équipement et services. Alors, là-dessus, j'ai pris cette carte-là, qui est fournie par l'ARCEP, sur un argument massu, à savoir, est-on connecté quand on va dans le rural? Parce que si on veut faire du télétravail, si on veut bouger, il faut encore pouvoir travailler. Bon, le constat, on le connaît, il y a toujours un petit peu moins de possibilités d'être connecté dans le rural, même si les efforts sont considérables et ça progresse, c'est sûr. Je l'ai testé, effectivement, dans le nord de notre territoire, la couverture existe, mais c'est en termes de qualité de la couverture que ça se positionne, puisque l'obligation légale faite aux opérateurs est respectée, il n'y a aucun doute. Chaque commune a son antenne relais, sa connexion, l'effort pour apporter la fibre, etc., il est fait. C'est un problème, évidemment, de configuration de terrain, d'éloignement aussi. Si on est à plus de 150 mètres de la mairie, ça passe plus. Donc ça existe encore, ça se résorbe. Mais quand bien même ça se résorbe, et là j'insiste là-dessus, le déficit va se répéter, parce qu'on est sur un phénomène constant d'innovation technologique qui font que les pratiques habitantes évoluent, et que lorsqu'une innovation sera absorbée par l'espace rural, il y aura une nouvelle qui sera en ville, la 5G, la 6G, et là on sera de nouveau décalé. Et ce phénomène, prenons-le dans le temps, fin du 19e siècle, si l'on étudie les discours des élus ruraux, qu'est-ce qu'on entend? Des complaintes d'élus ruraux qui se demandent pourquoi la connexion au réseau électrique traîne. Pourquoi est-ce que les réseaux d'adduction à l'eau potable, etc., et surtout les réseaux d'assainissement ne sont pas bons? C'est une constante historique. Donc il faut admettre, d'une certaine manière, que habiter dans le rural signifie avoir un décalage technologique, et d'où il est d'un déficit récurrent en service. Un service va s'améliorer, les autres auront peut-être du mal à suivre. Donc ça, c'est aussi un paradoxe, il y a une croissance, mais le problème, d'une certaine manière, s'auto-entretient par un phénomène géographique tout simplement de dispersion de la demande et donc du marché. Un marché moins solvable, donc qui est servi en dernier. Et peut-être dernière idée, Jean-Michel, pardon, pour conclure, parce que là aussi le temps est un peu court. La dernière idée, c'est que tous ces efforts supposent des réactions, des possibilités d'adaptation, et en la matière, les élus ruraux sont très actifs, il n'y a aucun doute là-dessus. Cependant, et là c'est un peu une analyse, je ne dirais pas militante, mais convaincue que je propose ici, cependant les possibilités d'action dans le rural sont limitées. On parlait tout à l'heure d'un déficit d'ingénierie territoriale, je me permets d'ajouter un déficit de moyens. Parce que la question budgétaire des territoires ruraux n'est à ce jour toujours pas résolue. Si je parle des dotations, et là je parle donc maintenant du volet financier de l'action communale, les lois de programmation de finances et même le fonctionnement même de la programmation des dotations de fonctionnement et dotations d'investissement, bref, tous les supports qui sont alloués aux communes par l'État, ce fonctionnement même est par nature inégalitaire. Et le creux fondamental, il est observé pour les communes allant à peu près entre 100 et 10 000 habitants. Tiens, le rural et les petites villes. On parle ici de dotation par habitant. Alors, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, c'est un calcul difficile, donc je l'ai fait à tous les niveaux du calcul, de la dotation de base à la dotation globale de fonctionnement, en ajoutant ensuite les capacités d'emprunt, les différentes recettes propres de la commune, et ensuite, les graphiques ne le montrent pas, ce qu'il en est aussi de l'intercommunalité, puisque beaucoup de transferts financiers se font en interco. Ce qui apparaît, c'est qu'en fait, si on prend le niveau communal et qu'on additionne les ressources intercommunales, à chaque fois l'écart se creuse, il ne se résout pas. Et tous les mécanismes de péréquation de l'État ne font que courir après un déficit qui est initialement inscrit dans la programmation financière de l'État et qui fait que, structurellement, les habitants de ces communes rurales sont moins dotés financièrement qu'un habitant de commune urbaine. Et c'est un dysfonctionnement qui est pointé depuis longtemps, sur lequel on peut discuter en termes de proportion, parce qu'effectivement le débat est complexe, néanmoins il n'est pas résolu. Et c'est très difficile, effectivement, d'aller vers la résolution de ce genre de problème. Donc voilà les 3 points majeurs que j'aimerais porter à notre attention sur petites villes et ruralité. En conclusion, une tendance certainement indéniable, au moins au plan des transactions et de l'immobilier, on l'a constaté, des effets démographiques plus discutables, on l'a vu, puisqu'il y a effectivement
des différenciations spatiales très fortes et des tendances qui ne se transforment pas forcément en habitation permanente. Et quel que soit le diagnostic, et c'était la conclusion, beaucoup d'obstacles, que je qualifierais maintenant de structurels, pas que conjoncturels, mais structurels, dans la possibilité de fixer ces territoires dans le temps. Voilà, merci pour votre attention. C'est beaucoup. Très bien. Très bien, très intéressant. Ah, très bien.